Mais ça, c'est la première règle, c'est le marketing. Il faut bosser sur les aspects marketing. Je suis conscient et j'en suis sûr que ta formation, Achille, est de qualité. Mhm. Mais parce que ça, c'est parce que on se connaît un peu et donc je pense que savoir comment tu bosses et donc je sais à peu près que ça sera qualitatif. Mais Ouais. quelqu'un qui ne te connaît pas, Achille, comment il fait lui pour avoir cette perception positive? Qui dit cyber aussi dit un peu, voilà, faire attention aux choses, aux données des autres, quoi, tout simplement. Les entreprises t'appellent quand elles se font attaquer, quand elles se font hacker. Elles disent, ah ben là, je sais plus quoi faire. Dès le départ, tu nous as dit que tu étais un serial entrepreneur. Je me t'ai demandé, aujourd'hui, tu as ouvert combien de boîtes? Ouais, j'en ai ouvert 5 et là actuellement j'en ai deux. J'ai une entreprise donc qui est MTIT qui elle dans la cybersécurité. Ouais. J'ai une entreprise qui s'appelle BN de Smart spécialisée dans la fabrication et dans la vente de matériel et accessoires informatiques. Bon, Michael, bonjour. Et surtout, Bonjour. merci pour ta disponibilité. Surtout un dimanche après-midi. Moi, j'aime préciser les horaires souvent pour que les gens voient la chance qu'on a de t'avoir aussi, pour que tu prennes le temps de ta famille pour venir nous dire bonjour chez Shido Tech, en fait, quoi. Donc, moi, ce que je fais, hein, c'est que je fais du développement logiciel. Donc, je développe des logiciels pour les entreprises. Et surtout, j'échange avec des experts comme toi pour qu'ils partagent leurs connaissances dans leurs différents domaines, en fait. L'idée, bien sûr, c'est d'édifier tout le monde pour que chacun voit un peu ce qui est possible encore d'être fait dans le monde de la tech, quoi. Parce que des fois, on a l'impression que c'est bouché, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités encore qu'on peut saisir. Si je te demande rapidement, Michael, comme ça, de te présenter en quelques termes, comme ça, tu dirais quoi? Alors, Mickaël Ladir, j'ai 36 ans, je suis papa de deux enfants, également marié. Et donc, je suis ce qu'on va appeler un serial entrepreneur. Un serial entrepreneur, c'est-à-dire que euh, je pense pas que je pourrais faire autre chose que ça, sincèrement. Ah bon? J'ai cette, ouais, j'ai cette, on va dire, j'ai cette âme Mhm. et j'ai surtout en fait cette conviction que pour moi, en tout cas, l'entrepreneuriat est un moyen d'émancipation sociale. Euh, et c'est surtout un moyen aussi pour moi bah, de pouvoir, tout ce que j'ai imaginé, de pouvoir au moins essayer de le mettre en place. Parce que bien évidemment, on peut avoir des surprises et des problématiques. Ça, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je suis, je pense, un serial entrepreneur et peut-être aussi un rêveur. De toute manière, un entrepreneur, c'est un rêveur, sinon tu n'entreprends pas. C'est vrai, c'est vrai. Si tu ne rêves pas un peu là, tu n'entreprends pas parce que tu rêves que tu as réussi des choses qui ont changé la vie des gens ou qui ont amélioré au moins la vie des gens, quoi, tu vois. Sinon, tu n'entreprends pas. C'est ça, hein. Bah, c'est vrai, mais tu vois, le côté rêveur, c'est malheureusement toujours pris comme un peu comme un gros mot, en fait. Quand tu Ah dis oui. que t'es un rêveur, bah, les gens te disent, attends, la réalité, faut que tu redescendes sur Terre, tu vois? Oui, Alors que c'est vrai. en vrai, quand tu regardes tous les plus grands entrepreneurs de ce monde, quand tu regardes Steve Jobs, quand tu regardes Bill Gates, quand tu regardes Elon Musk, alors Elon Musk, si c'est pas lui la définition d'un rêveur, je sais pas ce que c'est. Ouais. Et c'est des gens, tu vois, qui ont, qui clairement, qui ont, moi j'aime bien ce terme, tu vois, t'as l'univers, et ils se sont dit à un moment donné, eh ben je vais arriver avec quelque chose et je vais carrément désorganiser ce qui s'est passé en fait. Et c'est Ouais. ça en fait un rêveur, c'est d'arriver avec quelque chose, une idée qui peut être parfois inimaginable, peu probable, Mhm. euh, mais tu fais une distorsion dans l'univers. C'est ça que j'aime en fait. Ouais. C'est-à-dire clairement arriver à dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut être rêveur. C'est-à-dire que si tu es entrepreneur et tu es trop pragmatique, à un moment donné, tu vas sûrement arriver à des résultats, mais tu vas pas aller chercher, si tu veux, peut-être la réelle différenciation de ton business, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça la différenciation. Comment tu la trouves? Mhm. Bah, c'est en étant créatif.
comment tu trouves aussi, par exemple, un business model qui peut marcher. Bon, soit tu regardes ce qui se fait et tu l'améliores, ou soit en fait, tu pars d'une problématique, comme moi je l'ai fait dans mes anciens business, Ouais, et je me suis dit, ben, ah ben ça n'existe pas. Ok, bah imaginons quelque chose qui va pouvoir en tout cas améliorer le quotidien des gens. ouais. Mais du coup, toi, tu entreprends aujourd'hui dans le domaine de la cyber, grosso modo. Tout à fait, En gros, pour c'est tout ce ça. qui est la sécurité informatique, on va dire ça comme ça. Comment Oui. toi, tu es arrivé dedans déjà? Alors effectivement, dans ma présentation, je l'ai pas notifié, mais alors je suis consultant en cybersécurité, Mhm. mais pas que. C'est-à-dire que je suis consultant et formateur, et j'interviens aussi dans le cadre du cyberharcèlement. D'accord. Alors, comment je suis arrivé dans ce secteur d'activité? J'ai envie de te dire un peu par hasard. Mais le hasard, tu verras, le hasard Effectue bien les n'existe choses, pas. ouais. Ouais. Tout à fait. Bah, comme tu le sais, lors de mon ancienne en fait, entreprise, je me suis fait éjecter de ma propre boîte. Mhm. Et donc, j'ai eu, si tu veux, pendant un petit moment, je me suis remis dans le salariat parce que j'avais besoin, bah, tout simplement de manger. Et puis j'avais aussi l'objectif d'acheter une maison avec mon épouse. Et donc, bien évidemment, en France, si tu veux avoir accès Au au crédit? crédit bancaire, Mm. on préfère que tu sois un salarié, un CDI, que un entrepreneur accompli. Bon. C'est ça. Ça, Et c'est pas donc, faux, ouais. voilà, donc je me suis mis donc dans le salariat. J'ai travaillé pendant quelques temps dans un groupe dans le BTP. Mhm. Ça m'a pas trop plu. Et puis j'ai arrêté. Et après, j'ai un chasseur de tête qui m'a contacté, qui m'a dit, écoutez, monsieur Ladir, j'ai vu votre profil sur LinkedIn. Je suis tombé sur une vidéo de vous sur Europe 1. Et j'ai trouvé vraiment votre parcours super intéressant. Et voilà, donc j'aimerais bien vous rencontrer parce que j'ai en tout cas un poste peut-être qui pourrait vous intéresser. Mhm. Je dis, bah ok, mais et je lui ai demandé, bah du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire plus et quel est le secteur d'activité? Et tu Et au étais en départ, il m'a dit, non, recherche ou non, je bien préfère. il s'est tombé comme ça par hasard, en fait? Alors, j'étais en recherche, oui et non, parce que déjà, j'étais déjà dans l'optique de me dire, bon, j'étais en train de déjà réfléchir à quel business j'allais lancer ou comment, qu'est-ce que j'allais faire, mais plutôt dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que j'ai vu que le salariat, en final, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Tu avais acheté ta Et maison déjà ou pas? comment? Tu avais déjà acheté ta maison ou pas? J'avais déjà acheté ma maison, ouais. Parce que c'est pour ça que tu es dans le salariat, c'était pour acheter ta maison d'abord. Voilà, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Tu fais bien de le préciser, effectivement. C'est ça. J'avais eu l'accès au crédit, donc je m'étais dit, bon, maintenant que j'ai eu mon crédit, que j'ai pu acheter ma maison, bon voilà, je peux entreprendre tranquille. Donc j'étais dans cette logique-là. Et donc il me contacte sur LinkedIn et donc il me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse échanger, on fait une vidéoconférence. Donc on fait une vidéoconférence, il m'explique donc le poste. Et à la fin, il me dit, voilà, il s'agit d'un domaine de la cybersécurité. Mhm. Donc moi, je suis euh, je suis surpris en fait qu'il ait pensé à moi pour ce domaine d'activité, puisque je lui dis en plus avec franchise, je lui dis, écoute, moi, j'ai pas d'expérience en fait dans ce domaine d'activité. Et de ce que je connais, donc je connaissais très très peu de choses à l'époque, c'est quand même Ouais. un domaine assez pointu, où déjà la cybersécurité, c'est un domaine qui est très large Ouais. de base, et en plus c'est Ouais. un domaine quand même qui est assez pointu. Et donc je lui dis, bah, moi j'ai pas d'expérience dans la cyber. Il me dit, non, non, écoute, mon client en fait a une problématique, c'est qu'il a, bah, lui, des personnes qui sont des profils hyper tech, Mhm. donc qui ont vraiment une appétence à la technologie et surtout aux produits. Mhm. Mais la problématique pour eux, c'est qu'en fait, ils ont énormément de mal à vendre. C'est ça. Et donc, ils se sont rendus compte que bah, c'est super d'avoir la technicité du produit, d'avoir la technicité de l'environnement aussi, de comment, là on parlait d'antivirus, hein, comment l'antivirus peut fonctionner.
Mais derrière, c'est mieux de partir avec une commande, quoi. À un moment donné, c'est une Mais bien sûr, ouais. entreprise à but, Bien sûr. voilà, c'est pas une association. Et on n'est pas à but non lucratif. Non, Donc, non. Et même quand il faut voilà, avoir les dons aussi pour tourner, quoi. bah bien sûr. Oui. Et donc ils se sont rendus compte que il fallait aussi avoir un profil qui soit bah, commercial et tech. Mhm. Et donc il m'a dit, écoute, l'entreprise est prête à faire donc le pari, est prêt à investir sur toi, du coup sur la montée en compétences. Et donc j'ai dit, bah écoute, allez, let's go. Parce que moi je suis quelqu'un qui, de base, par mon expérience et aussi euh, bah, par ma personnalité, hein, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le challenge. Ouais. Je pense que le challenge, c'est quelque chose qui me drive et qui permet en fait tout simplement de me dire, ben, c'est une opportunité. Mhm. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, là, j'ai pas réfléchi en tant que salarié, hein, j'ai réfléchi en tant que, je dis, bah, c'est une opportunité à saisir parce que c'est un domaine d'activité qui est en plus qui est en pleine expansion. Bien sûr, Je ouais. te parle de ça, c'était il y a 2 ans, Mhm. 2 ans et demi. Mhm. Donc, je sais pas si tu te souviens, Achille, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on commençait encore c'était les débuts, on va dire, de la médiatisation de la cybersécurité. Ouais, c'est ça, C'est ouais. là que tu commençais à entendre effectivement qu'il y avait euh, Des pirates un peu des partout. hôpitaux, des Ouais, collectivités, ouais, qu'il y avait des attaques de ouais, masse. de partout, ouais. Et donc, c'est un peu comme ça, moi, que j'ai entendu parler de la cyber. Et donc, j'ai dit, bah, ok, let's go. Et je suis rentré chez un éditeur, je sais pas si tu connais, qui s'appelle EZ, c'est un éditeur slovaque. Non, je connais pas. Non. Alors c'est un des plus gros, on va dire, éditeurs de cybersécurité en Europe. Ah ouais, d'accord. Je dis Ah, bien en top. Europe, hein. Ouais, Un des plus gros, hein. Je pense qu'ils ouais, sont dans les troisièmes, trois, ouais. quatrièmes. Et leur business model, en fait, donc c'est de l'antivirus. Ils sont, eux, pour le coup, plutôt, on va dire, sur du post-to-post. C'est vraiment, voilà, leur business model de base, c'était sur du particulier, en Ouais, vendant, on va dire, des antivirus classiques, du type Note 32. Peut-être que ça te ouais. parle, Note Oui, oui, 32. oui. Oui, ça vient. Voilà, Note 32, bah, c'était Z. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans la cyber et petit à petit j'ai monté en compétences puisque j'avais en fait en charge mon métier était d'aider en fait les partenaires, les revendeurs qui eux n'avaient pas en fait je te parle par exemple de Novalink, AIS, qui sont des partenaires des revendeurs Mhm. qui sont sur toute la France. Inmac, je pense que tu connais Inmac. Oui, oui, oui. Ouais, Inmac, c'est très connu, Mhm. voilà. Qui eux sont spécialisés, qui font de la revente de matériel informatique, enfin plein plein de choses. Tu Mhm. vois, par exemple, chez Inmac, la partie cyber, ça représente même pas 1% de leur chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois, Inmac, c'est quand même un des plus gros Bien sûr, ouais. revendeurs sur le marché. Mhm. Ça représente même pas 1%. Donc, c'est là où, en fait, pour eux, la problématique était que, en fait, les revendeurs non seulement ne parlaient pas cyber, parce que peut-être que ça les intéressait pas, mais en plus de ça, ils ne connaissaient pas. Ça veut dire qu'ils ne parlaient C'est plus ça pas que du j'allais dire, sujet moi. C'est cyber. plus qu'ils connaissaient peut-être pas, quoi. Ils connaissaient sûrement pas. Donc ils ne Mhm. parlaient pas en fait des solutions de cybersécurité à leurs clients. Et donc c'est là où moi en fait j'intervenais plutôt sur l'aspect effectivement commercial. C'est comment on va aborder ces revendeurs et en fait créer de l'émulation, tu vois, Oui. de l'émulation envers ces revendeurs pour qu'ils puissent se dire, ah ok, effectivement, bah, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et au final, l'idée, c'était de déconstruire l'image que la cybersécurité, c'était quelque chose, une activité de niche. Mhm. Parce que c'était un petit peu ça. Je sais pas si toi, tu as un petit peu toi qui es dans le domaine aussi. euh, Moi, je sais il y a quand même tendance que des fois, quand je parle avec des clients, j'ai l'impression qu'ils disent quand même que c'est un peu une activité de niche encore. Je sais pas si tu as cette Ben, sensation-là jusqu'à présent, il y aussi. a encore ce sentiment-là, effectivement, que c'est un secteur un peu particulier de l'informatique, en fait, quoi. Il faut réussir à rentrer dedans, tu vois.
Quand Mm. on parle de cyber, on voit un peu des portes blindées, des blocages, des firewalls, des protections, en fait, quoi, tu vois. Donc, il faut réussir à percer une sorte de barrière, voilà, pour rentrer dedans C'est et ça, comprendre tout ce que ça demande, effectivement. Ouais, ouais, bien sûr. tout à fait. Et donc, voilà, l'objectif pour moi, c'était vraiment de démystifier en fait tout ce côté un peu élitisme ou un peu où on est dans la fintech, entre guillemets, Mhm. que bah non, la cyber, en fait, c'est un secteur qui concerne tout le monde, toutes les entreprises. Peu importe les Euh, tailles. je dirais, peu importe leur taille. Mm. Et on le voit en fait depuis quelques années, quand on regarde en fait les cibles des attaquants, les cibles sont de plus en plus des PME. Ouais. Des PME. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi des PME? Puisque en fait, c'est peut-être pas là où il y a le plus d'argent, où il y a le plus. Mais en fait, les PME, parce que déjà, historiquement, le tissu économique de la France, il est quand même. On a beaucoup de PME en France, donc ça, c'est une première chose. Et les PME sont des entreprises qui sont très, très, très peu sécurisées. Mhm. A contrario des grosses boîtes qui, eux, quand même, pour le coup, ont la chance d'avoir un DSI ou un RSSI. Et donc, si tu veux, forcément, quand tu as un DSI, à minima, quand même, s'il fait bien son job, il doit quand même mettre à minima des dispositifs de sécurité, que ça soit au niveau logiciel ou au niveau infra, Oui, bien parce sûr. que c'est son métier en fait, hein. Mm, Voilà, mm. donc même au niveau réseau, il doit mettre en place des dispositifs de sécurité. Donc les grosses boîtes sont quand même ont un niveau de sécurité, mais les petites, pas du tout. Et donc c'est pour ça que on a constaté qu'il y a énormément d'attaques sur les PME. Et donc effectivement, je suis monté en compétence sur ces sujets. Plutôt, dans un premier temps, c'était sur l'aspect antivirus. Et puis Mhm. après, c'était sur tout ce qui était EDR, NDR, protection des réseaux, etc., etc. Ouais. Mais là, tu abordes un point qui est intéressant, c'est surtout les PME, parce qu'une PME, en fait, son boulot, c'est de faire du chiffre. Donc, grosso modo, c'est une voie directe. Les éléments autour, comme la sécurité, le matériel, des choses comme ça, on met d'abord un peu de côté, histoire de faire d'abord du chiffre d'affaires et avoir des bénéfices pour pouvoir investir une partie dans les aspects, j'appelle ça au début un peu secondaire, comme la cybersécurité. Euh, Comment toi tu arrives aujourd'hui? D'abord, quels sont les risques aujourd'hui auxquels s'expose, voilà, quand on fait ce genre de choix, qu'on ne devrait pas faire, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce que je dis toujours pour une PME, pour une entreprise en général, euh, le risque, tu vois, je vais te donner un chiffre. En 2023, Mhm. une entreprise sur deux s'est fait attaquer. D'accord. Une entreprise sur deux. Mhm. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos. 80% des entreprises qui se sont fait hacker, on estime que 6 mois après, leur durée de vie, enfin, en tout cas, elles ont un risque qui varie entre 50 à 60% d'un risque de faillite ou d'un risque d'insolvabilité. Ouais. Quand on s'est fait attaquer, on a 50 à 60% de chances derrière de faire faillite ou d'être en insolvabilité. Donc, très clairement, on parle de quoi? Là, je parle même pas technique, hein. Je Mhm, bien parle sûr. Ouais. concrètement que si les entreprises, les PME, ne mettent pas en place le minimum, je parle du minimum en termes de dispositifs de sécurité, le risque il est énorme. C'est-à-dire que on peut perdre son patrimoine. Son Ah, bien sûr, patrimoine, ça c'est c'est clair. quoi? Ouais. Mhm. C'est son entreprise. Mhm. Donc le risque, il est là. C'est que derrière, tu as des entreprises qui ne se relèvent pas. Parce qu'en fait, au-delà de... Parce que souvent, tu vois, par exemple, on va parler de ransomware. Ouais. Le ransomware,
Je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait, bah, c'est une rançon en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un malware qui va crypter en fait vos données, votre disque dur, et donc vous allez recevoir généralement un message ou un mail qui vous dit, bah voilà, si vous voulez qu'on décrypte votre disque dur, récupérer vos données, voici la somme que vous devez payer. Ouais. Bon, ça, j'ai envie de dire, bah, soit on paye, et puis bah, du coup, on paye 80, 100 000 euros, ce qui est quand même une somme, il faut les avoir. Ou soit Il on faut paye d'abord les pas, savoir, hein. il faut déjà les avoir, déjà. Mhm. Et si on paye pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, les attaquants vont récupérer les données, et bah, en fait, ils vont soit le mettre sur le dark web, et vous allez perdre soit l'intégralité de vos données, ou on va dire la moitié. Comment vous faites en tant qu'entrepreneur? Vous avez, je sais pas, une dizaine d'années De travail. d'expérience, de longévité. Vous perdez 10 ans de données. Mhm. Comment on fait pour se remettre de ça? 10 ans de comptabilité, 10 ans de RH, 10 ans de base de données clients. Quand on sait que Mhm. maintenant, Achille, la data, on La sait que donnée, ouais. derrière, c'est quand même on sait que c'est de l'or maintenant, la data. Ça se Bien sûr, ouais. vend. Mhm. Vous perdez toutes ces données. Vous perdez aussi, par exemple, des données qui sont liées à votre organisation. Tu vois, par exemple, j'ai accompagné une boîte qui était dernièrement dans la sécurité. Mhm. Et donc, elle s'était fait hacker. Bon, je l'avais prévenu bien avant, bien évidemment, mais elle n'a pas voulu investir. Et la problématique, bien sûr, c'est on m'appelle quand on s'est fait hacker. Ben, généralement, c'est ça, hein. Sinon, c'est encore Alors abstrait que, dès le départ. alors que moi, je dis toujours, tu sais, c'est comme la meilleure médecine. La meilleure médecine, c'est quoi en fait? Bah, c'est la prévention. C'est la prévention, effectivement, hein. Mais bien sûr, les médecins te le disent eux-mêmes, hein. Ils te La disent, mais prévention. écoutez, la meilleure médecine, avant même que de la médecine traditionnelle, c'est la prévention. Et donc, lorsque j'ai accompagné donc cette personne, donc elle a fait face effectivement à un ransomware. Donc bon, moi, bien évidemment, sous les conseils en fait, parce que c'est les directives de l'ANSSI, hein, Mhm. c'est-à-dire que il est très clairement déconseillé de payer les rançons. Donc j'ai mis en place tous les dispositifs, on va dire classiques pour déjà essayer de récupérer un maximum de données pour le client. Ouais. Il y a eu 15 jours de boulot, donc 15 jours où la boîte n'était pas, était en fait C'est inactive. fermé, fermé Et littéralement, quoi. bah, elle était pas, oui, presque fermée, parce qu'en fait, Ouais. c'était une boîte de sécurité. Mhm. Et la problématique pour lui, c'est que, en fait, toute la partie logistique, à savoir Les les plannings. plannings, Ouais. à savoir quand aussi, parce il avait un système de savoir qui, par exemple, des heures que font en fait aussi ses employés. Mhm. Ben, comment il a fait? C'est-à-dire que il a pas, il a dû payer ses employés un peu Au doigt au mouillé. doigt du levé. Bah ouais. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, bah, ces salariés s'en ont aperçus. Ah bah oui, mais moi, j'ai fait 4 heures ce mois-ci, mais t'es sûr? Ah oui. Surtout que c'est pas les Il secteurs où m'a on dit, paye très cher non plus. j'ai jamais eu autant, il m'a dit, j'ai jamais eu autant d'heures supplémentaires pendant cette période-là. Tout le monde avait fait des heures supplémentaires. Ben, c'est Et des comme secteurs bien où on ne paye pas évidemment, trop, donc dès que tu peux gratter un peu, tu te fais plaisir aussi, quoi. voilà. Mm. Donc, bien évidemment, comme lui n'était pas en capacité de dire le contraire, bah, il était obligé de payer. Donc ça aussi, c'était une problématique pour lui. Et donc, tout ça pour dire quoi à la finalité, c'est que on a récupéré, allez, 25% de ces données. Le reste, Mhm. c'était très compliqué, on n'a pas réussi. C'était vraiment, ça venait. Est-ce que je peux citer le pays ou pas? Ou je peux Bien lui dire sûr. une région? Non, vas-y. Bah, je pense, ça venait de Russie. Ah oui. Donc, J'imagine ouais, que du donc poids être très fort très dessus, costaud. hein. Ouais, 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 ils sont costauds, hein. Franchement, ils sont Ouais, très, très ouais, costauds. ouais. Donc derrière,
la probabilité de récupérer toutes les données du client était pas évidente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que... Et tu vois, hein, peut-être que c'est peut-être par honte ou peut-être culpabilité, mais j'ai appris par quelqu'un qu'on a en commun qu'il a fermé, en fait. Ah oui, Qu'il a mis la clé sur... Ouais, ah oui, et merde. il y a... Oui, Et merde, parce que ouais, effectivement, s'il y a des clients qui te passent commande et que tu ne réponds pas quand tu veux, ils vont pas attendre, ils vont passer voir quelqu'un de la concurrence rapidement, quoi. Et revenir reprendre une place que tu as perdue, c'est jamais facile, en fait. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, effectivement, ouais. donc tu vois, tout ça pour te dire que euh, je te parle de ça, je l'ai accompagné il y a peut-être 7 8 mois, tu vois. Donc 7 8 mois, au final, en termes de temps, c'est pas non plus énorme. Mhm. Mais apparemment, ça, plus... après, c'est pareil, toute la fiscalité, les impôts, il avait plus rien. Il y avait plein de documents qu'il n'avait pas. Et donc, tu te retrouves en fait à non plus être dans la production ou Bien dans sûr, la ouais. réflexion de faire tourner ton business, mais que Mhm. tu te retrouves tous les jours à essayer de combler des trous, de trouver des documents, d'aller chercher à droite parce que j'ai plus de documents. Et en fait, à un moment donné, voilà. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, c'est que euh, quelle que soit votre l'activité, le risque il est réel. Donc Ouais. voilà, c'est ce que je dis moi en tout cas à mes prospects ou à mes clients. Mais du coup, là, toi, quand tu tombes sur des clients comme ça aujourd'hui, c'est quoi les solutions, j'appelle ça, élémentaires, voilà, par lesquelles il faut commencer, à minima, pour se prémunir d'éventuelles attaques, en fait. Alors, moi ce que je dis à Achille, les premières choses à mettre en place, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus gros risque, le plus gros risque, il est entre la chaise et le bureau. Entre la C'est chaise et le toi et clavier, on moi, dit souvent aussi. ou le clavier. Ouais, C'est l'être humain. c'est ça. C'est la plus grande faille de sécurité. Donc, je peux venir et te dire, oui, Achille, je vais te mettre des moyens technologiques, un EDR qui va fonctionner avec l'intelligence artificielle, on va te mettre des pare-feux, on va te mettre peut-être un NDR qui va surveiller ton réseau, plus toute la partie, je dirais, serveur, PC, clavier, la globalité du système d'information. Donc on va mettre des outils technologiques, mais si derrière tu n'as pas la compréhension ou la formation, ou si tu n'es pas sensibilisé à ce que tu dois, on est si tu veux, on est un maillon, chacun est un maillon essentiel de la sécurité. Donc si tu n'as pas en fait déjà en préambule cette conscience-là, les outils technologiques derrière ne serviront pas. Donc à mon sens, la chose la plus simple à faire dans un premier temps, c'est de sensibiliser le porteur de projet, le chef d'entreprise et ses collaborateurs sur qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, qu'est-ce que c'est qu'un système d'information, comment marche un réseau, et surtout et surtout quel type de menace l'entrepreneur peut faire face. Voilà, le sensibiliser globalement à ce que c'est que la cybersécurité, Du coup, toi, tu et pour commences qu'ils à avoir pas, comprennent en que, gros, l'évangélisation, quoi. exactement, tu sais, moi, ça fait partie, souvent quand on me demande, mais du coup, quelle est la majeure partie de ton business? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Le principal, c'est de l'évangélisation. Mhm. C'est Mais ce qui parce que prend c'est le pour ça que je plus disais de tout à l'heure que temps. tu faisais aussi beaucoup de formations pour des entreprises. Ça consiste en quoi, en fait? Tu vas en des sessions de formation, les entreprises s'inscrivent. Ou alors, tu vas dans les entreprises leur proposer des formations, en fait, quoi, tout simplement. Alors, justement, là, actuellement, moi, j'ai donc, ma société s'appelle IMT IT. Mhm. Je propose plusieurs services. Donc, il va y avoir un premier service, comme je te disais, où on va accompagner le client
le prospect sur une phase de formation de sensibilisation. Donc Mhm. sensibilisation sur 3 niveaux. Donc il y a le premier niveau qui va être plutôt pour la partie des collaborateurs, donc sur des choses assez simples, l'utilisation de l'ordinateur, quels sont les risques par exemple au phishing, les risques du nomadisme, etc., etc. Après, il va y avoir un autre niveau de sensibilisation qui va être là, par exemple, pour les collaborateurs et les managers. Mhm. Et la troisième, ça sera là une sensibilisation qui sera très clairement pour le codir. Donc là, on va parler vraiment de la direction, du dirigeant. Mhm. Et c'est surtout lui, comment en fait, lui, il comprend les sujets de cybersécurité et comment les faire redescendre du coup en bas à l'échelle de ses collaborateurs. Et donc derrière, tout ça, ça amène aussi à, ok, une fois qu'on est sensibilisé, qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'objectif pour moi, c'est de, par exemple, de pouvoir créer une charte, une politique de sécurité qui sera liée à l'entreprise. Mais pour ça, chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a ses problématiques. Chaque entreprise a son fonctionnement. Et donc l'objectif pour moi, c'est de dire, OK, en fonction de votre activité, nous allons créer une charte informatique, une politique informatique qui permet en fait de dire, OK, vous avez droit de faire ça, vous avez droit, ou vous n'avez pas le droit de faire ça, mais pourquoi vous n'avez pas le droit? Et ça, bah, en fait, c'est de l'écrire, enfin déjà de réfléchir avec les collaborateurs, ça c'est important, Mhm. parce que c'est eux qui sont sur le quotidien, de réfléchir aussi avec les managers, parce que c'est eux qui donnent les directives justement aux collaborateurs, et d'y réfléchir aussi avec le CEO ou le CTO pour dire, bah, ok, globalement, quelle est la vision de l'entreprise et comment je veux que moi, mes collaborateurs puissent intégrer ces données-là. Ma vision, c'est ça. Et donc, je veux que mes collaborateurs aient cette vision-là en termes je dirais, en termes d'accès à tel outil ou comment utiliser ces outils. Donc, ça, c'est un premier service que je propose donc au sein de ma société. Et puis après, Mhm. il y a toute la partie là où on va rentrer vraiment dans la cyber, où ça va être du pen test. Donc ça veut dire clairement, on va venir faire un petit audit, un audit, ça peut être interne ou externe, du système, du réseau de l'entreprise. Et puis après, bah, il y a toute la partie remédiation, où on peut... moi, je suis en partenariat avec deux éditeurs d'antivirus. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre en place, proposer des antivirus performants pour mes clients. On a la partie aussi hardware, où clairement, peut-être sur des sociétés où ils ont besoin de travailler sur des réseaux sécurisés ou des réseaux plutôt fermés. Ok, Ouais. bah, comment on fait? Bah, on va mettre des serveurs internes, serveurs sécurisés. Euh, qui a accès à quoi? Ça aussi, c'est hyper important. Parce que derrière, c'est bien beau de mettre des niveaux de sécurité, mais il faut toujours penser que l'humain est quand même la plus grande faille de sécurité et qu'il faut donner ce qu'on appelle aussi réfléchir à des droits d'accès. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais. Donc, voilà, derrière, ça va être vraiment sur toute on va dire, la logique et la réflexion sécuritaire d'une entreprise, sur la partie, on va dire, vraiment euh, organisationnelle. Mhm. Ok, comment on va organiser toute cette partie sécuritaire. Et il Mhm. va y avoir aussi cet aspect aussi où on va être vraiment dans la mise en place d'outils pour sécuriser avec des serveurs, des pare-feux, des antivirus, euh, faire des audits, faire du pen test, etc., etc. Donc voilà. Ouais. Il y a un aspect que tu as abordé dès le début là, qui m'intéresse. Et je voulais on creuse un peu plus ça. C'est quand tu disais, les gars, ils t'ont recruté, ou bien le chasseur t'a vendu le poste, en mode, viens compléter les techs qui ne sont pas assez à l'aise pour vendre. Tu vois. C'est ça. Moi qui suis dedans en tant que tech aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup du moins, d'informaticiens, au sens large du terme, qui ont des bonnes compétences, qui sont très bons dans leur domaine,
mais qui n'arrivent pas à passer la barrière de vendre, c'est-à-dire vendre leur solution et trouver des clients en fait. Euh, Mm. Est-ce que tu as une explication à ça ou bien qu'est-ce qu'il faut pour être plus à l'aise pour faire son produit et surtout bien le vendre en fait? Alors, euh, l'explication, selon moi, elle serait que le technicien, Mhm. lui, dans son process, en fait, dans sa démarche dans sa démarche de réflexion, il est dans, OK, il y a une problématique, comment je vais solutionner ou répondre à cette problématique d'un point de vue technique. D'accord? Donc il se dit que, pour lui, le tech, il se dit que en répondant à la problématique du client sur l'aspect technique, je vais forcément vendre ma solution. D'accord? Alors que, comment tu veux, et là moi je me fais un peu l'avocat du diable, je vais un peu à l'inverse, comment tu veux déjà au départ qu'il sache quelle est la problématique technique alors que tu as en face un interlocuteur qui n'est pas forcément technique? D'accord. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Oui, Ça veut mais ça, dire ça que, veut en dire fait, que les techniciens, ça veut dire que le technicien, du moins l'informaticien qui va vouloir vendre, il va aller pas chercher un mec du département IT ou bien quelqu'un du département IT, il va chercher plutôt aller chercher un décideur, en gros un financier ou un CEO en fait qui a les cordons de la bourse en fait quoi, tout simplement. ben, bien sûr, à un moment Mm. donné, qui est-ce qui achète le produit? Bah, c'est le décideur. À un moment donné, soit Ouais. c'est le décideur ou c'est le service achat, etc. Mm. C'est la réalité hein, Mm. économique, je te dis. Bien sûr Donc, ça ouais. Mm. ces personnes-là, ces personnes-là qui, elles, ne sont pas techniques, comment, comment tu peux, toi, arriver avec une logique en te disant, bon, bah super, moi je vais répondre à la problématique technique et forcément, quand je vais leur donner la solution, ils vont acheter. Mais si eux-mêmes déjà ne comprennent pas la problématique technique, Mhm. comment toi en tant que technicien, tu vas les convaincre que ce que tu as fait, que ce que tu proposes, c'est la réponse à la À son problématique. problème. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est déjà moi de mon observation, c'est ce Mhm. que j'avais déjà observé. C'est que en fait les techs, très souvent, ils partent du principe que euh, tout le monde a le même niveau de compétence et de technicité qu'eux. D'accord. Et ça, tu sais pourquoi je dis ça? C'est que moi, quand j'ai commencé chez Z, bah, j'ai échangé forcément avec les techs. Et, et très souvent, quand on échangeait, je me rendais compte que, en fait, pour eux, ils n'arrivaient pas à se mettre à mon niveau. Quand je leur disais, mais attends, je comprends pas, essaye de m'expliquer ça de manière plus simple. Mhm. Mais je viens de te l'expliquer, il faut faire ça, ça, ça. Et donc, c'est là où je me disais que, euh, oui, les gars sont hyper pointueux, ils ont vraiment la compétence, mais pour eux, en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent ils ont déjà dans leur logique que forcément, toi tu comprends. Si eux ils comprennent, toi tu dois comprendre. Mhm. Alors que la logique, en fait, business, la logique pure business, c'est que lorsque tu as un prospect en face de toi, Mhm. tu as quelqu'un qui ne sait pas. Ouais, qui sait pas. Il faut partir, et puis si tu es un bon vendeur, il faut partir du principe qu'il ne sait pas. Ça veut dire que dans ta logique d'approche du client, il faut que tu puisses utiliser les mots, les expressions ou la compréhension, qu'il puisse comprendre concrètement quel est l'enjeu et pourquoi il doit choisir toi, ton entreprise ou ta solution. Tu Mais dois te mettre à sa place, tu dois te mettre à son niveau. ouais. Ben, du coup, Et ça c'est là devient où, un autre métier quoi. et c'est là où en fait il faut arriver à déconstruire. C'est ça qui est très compliqué pour les techs. Mhm. C'est de déconstruire son discours. C'est de dire, ok, euh, comment je peux parler par exemple d'une solution qu'on va appeler par exemple de l'EDR, qui c'est de l'Endpoint Detection Response, qui, Mhm. je ne sais pas si tu connais, mais Oui. c'est une solution puissante
qui permet en fait de détecter les menaces avant même qu'elles arrivent. D'accord? Ouais, ouais. Ça, peut-être pour toi et moi qui avons l'habitude d'entendre ça, on va dire, bon, bah, c'est simple. Mais tu parles de ça à quelqu'un qui connaît pas du tout. Qui Bah, a moi, jamais ce que été je vais dedans, lui ouais. dire, Ouais, voilà, moi, ce que je vais ouais. lui dire, c'est que je veux dire, monsieur le client, en fait, il s'agit d'un enquêteur. C'est comme un enquêteur qui, en fait, avant même que vous soyez cambriolé, il met en place et va chercher toutes les failles de sécurité dans votre réseau. Et lorsqu'il va trouver la faille, il va vous dire, attention, là j'ai vu qu'il y a quelque chose qui pourrait être susceptible, si vous vous faites attaquer, d'être une vulnérabilité. Ouais. Tu vois, quand tu dis ça au client, il dit, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ça, c'est pas faux, ouais. Ça, c'est pas faux. Donc, Mais, effectivement, je pense que l'approche, elle est surtout là, c'est-à-dire comment on aborde l'approche du client et de ne pas se dire que, en fait, ben, ce qu'on sait, forcément, le client le sait. en gros, ce que tu dis, quand on a un client devant soi, il faut lui parler sans mettre la technique devant, sans employer de termes techniques, en gros, quoi. Tout à fait, tout à fait. Si le client lui-même, et là ça peut arriver, parce que si tu parles à un DSI ou à un RSSI, bon là effectivement, t'es sur un client qui maîtrise ces sujets, et là si lui t'amène sur ces sujets, bon bah tu peux convenablement répondre et aller sur la technicité, parce que s'il te dit bah moi par exemple je veux une solution qui va couvrir toute ma partie endpoint et réseau, qu'est-ce que Mhm. vous avez comme solution? Ah bah ok, bah si c'est vous voulez de l'endpoint, sécuriser tous les endpoints et les réseaux, là ça sera peut-être pas de l'EDR, ça sera peut-être de l'NDR du coup, parce que du coup le NDR a cette faculté, cette compétence de pouvoir analyser aussi les réseaux et après partir sur des... Tu vois, mais Ouais. si c'est le prospect qui te demande, là c'est autre chose. Mais ne pas partir en fait de base, d'office, que ton interlocuteur Il comprend de quoi connaît tu en parles. fait. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, moi, je disais, tu allais assez loin là. Et moi, ce qui m'intéresse d'abord aussi, que je voulais bien creuser avec toi, c'est comment est-ce que tu trouves ton client? Voilà. Alors, comment je trouve mon client? Ça c'est une très bonne question. J'ai envie de te dire, si moi-même j'avais la réponse, je pense que je serais multimillionnaire. Bah, t'imagines, si tu as un business et tu sais en fait comment trouver tes clients. Mais tu te réveilles le matin, t'as même pas. Tu chantes. Moi, je partirais de chez moi, je chanterais tous les jours. Tu auras un agenda tout plein et tout rempli. Bah, bah, bien sûr, si tu sais déjà, avant même que tu te lèves, tu sais déjà comment trouver tes clients. Ça, c'est génial. Mm. Euh, Bah, alors, parce que après, c'est une pour problématique qui dire, est réelle chez un entrepreneur. C'est de dire, bien sûr, parce que tu sais, il y a plusieurs philosophies. La philosophie dit, il y a une philosophie qui dit, euh, trouve le client avant de construire ton produit. L'autre philosophie qui dit, mets-toi au marché et attrape tous les clients qui passent avec un peu de chance. Euh, L'autre philosophie dit, crée-toi un carnet d'adresses et puis à ce carnet d'adresses-là, trouve les problématiques et place-toi dessus. Tu vois. Euh, toi c'est quoi ta position sur tout ça? alors, moi, ma position, tu veux que je te donne mon expérience Ouais, dans le cadre de la cybersécurité ou bien vraiment sûr. globalement? De manière globale. Parce Dans que la tout ça, cyber- je de pense que manière tout ça globale? s'applique à tous les secteurs, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Mm. Donc, de manière globale. Moi, je pense que pour trouver des clients, le plus important, c'est ton offre. Ça D'accord. veut dire que ton offre, il faut que... C'est pour ça que ça, c'est quelque chose, lorsque je fais des formations auprès surtout sur le développement commercial, auprès des porteurs de projets, ce que je leur dis toujours, c'est que ton offre, elle doit être suffisamment irrésistible pour que lorsque le prospect passe devant ou le voit sur Facebook, sur Instagram, ou en tout cas sur une publicité, se dise soit
j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut, en tout cas, ça m'interroge. Mhm. Ou soit euh, c'est nul, ou soit c'est bien. Ça veut dire que même le fait d'avoir un prospect qui te dise ah mais je trouve ça nul, il a déjà une réaction. Le pire, le pire du pire, c'est quand tu crées quelque chose, tu crées une offre, tu crées un service, peu importe, ou un produit, et que en face, tu as un marché qui ne répond pas. À ton offre. Ça veut dire qu'il ne répond même pas négativement. Moi, je dis Mm. toujours que il vaut mieux que tu aies un marché qui répond négativement que qui ne répond pas du tout. Mais même là encore, Parce que, tu avances encore. Moi, j'aimerais te dire, comment tu fais pour que ton offre se retrouve devant les gens? Tu vois? Euh, Est-ce que tu achètes une publicité sur Facebook? C'est quoi ta stratégie, toi? alors, moi, ma stratégie, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire pour que mon offre, et je reviens sur ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de travailler sur quelque chose d'irrésistible. Ça veut Mhm. dire que, euh, soit, comme tu le dis, tu as une approche où tu te dis, bon ben, le marché il est déjà là, donc je vais proposer quelque chose qui est en adéquation avec le marché. Bon, voilà, tu prends pas trop de risques. Ou soit, effectivement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé énormément sur la partie marketing. Mhm. C'est-à-dire que j'ai travaillé, par exemple, à avoir un nom qui soit très différenciant et surtout qu'on retient. Ouais. Ça, c'est une première chose. J'ai travaillé aussi vachement sur le logo, sur la charte graphique. Mhm. Ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Mhm. Pourquoi? Parce que avant même de dire comment on fait pour positionner mon offre et d'avoir des clients, le, 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 le marketing est bien plus important que ton produit ou que ton service. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, hein. Je me dis, mais c'est pas possible, attendez, moi j'ai un offre qui est irrésistible, les gens vont l'acheter, c'est Ouais. pas possible. Ouais. Les gens en ont besoin. Mm. Et en fait, bah, ça c'est ta conception en fait Ouais. du marché, et c'est ta propre conception de la valeur de ton service ou de ton produit. La Mhm. réalité, c'est que si derrière, t'as pas travaillé suffisamment sur l'aspect marketing, à comment tu vas donner envie aux gens de savoir, de s'intéresser déjà à ton produit et à ton service, ou de s'intéresser à toi, comment tu fais? Mais ça, c'est la première règle, c'est le marketing. Il faut bosser sur les aspects marketing. Une fois qu'on a bossé sur les aspects marketing, c'est ce qui va en fait porter ton projet, qui va porter ton produit ou ta solution. Et là, en fait, tu vas voir que tu vas avoir généralement des clients qui vont être intéressés. Donc, ils vont être intéressés donc, dans un premier temps parce qu'ils ont vu que le package, l'offre était hyper attrayante. Et là, ils vont se dire, OK, de quoi il s'agit? On va ouvrir le mail ou on va regarder. Mais parce que, tu sais, c'est pour revenir, tu vois, sur ta question. Mm. On est dans une société, Achille, où, je sais pas pour toi, mais on est dans une société de surconsommation. Ouais. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, Achille, ta formation, moi, Mickaël, ma formation, et Pierre-Paul Jacques, il y a des milliers de formations Mhm. actuellement. On est d'accord? Bien sûr. Ouais. Donc, moi, je suis conscient et j'en suis sûr que ta formation, Achille, est de qualité. Mhm. Mais parce que ça, c'est parce que on se connaît un peu et donc je pense que savoir comment tu bosses et donc je sais à peu près que ça sera qualitatif. Mais Ouais. quelqu'un qui ne te connaît pas, Achille, comment il fait lui pour avoir cette perception positive? Il peut pas l'avoir parce qu'il Non. ne te connaît Effectivement. pas. Ouais. Et donc en fait, la réalité c'est que comment avoir ses premiers clients? Bah, il faut, pour avoir ses premiers clients, il faut déjà travailler sur cet aspect-là, sur cet aspect de marketing. C'est comment je vais donner envie déjà
aux personnes de de pas aller voir la formation de Pierre-Paul Jacques, mais pourquoi ça serait la mienne au final? Parce qu'on est dans un marché où l'offre et la demande est hyper, hyper globale. Moi, dans mon secteur, il y a combien d'entreprises qui font ce que je fais? Dans ton secteur, dans ta formation, il y a combien d'entreprises qui font ce que tu fais? Effectivement, hein. Donc pourquoi, en fait, c'est ça la question, pourquoi le client te choisirait toi? Donc en fait, si tu veux, il faut se poser ces questions-là. Et si tu ne te poses pas ces questions-là, en amont, bah, tu vas Mhm. lancer quelque chose en te disant, OK, moi, mon projet, mon produit, c'est le meilleur. J'ai beaucoup travaillé sur la qualité du contenu, sur le montage, etc. Mais est-ce que tu t'es posé ces questions en amont de te mettre à la place du prospect? Mais pourquoi je choisirais la formation d'Achille? Bah oui, il y en a une trentaine qui font la même chose que toi. Bien sûr, Pourquoi ouais. je choisirais la tienne? Donc c'est Bien là où sûr. en fait il faut travailler. Quand je dis l'aspect marketing, c'est surtout l'aspect marketing, c'est la différenciation en fait de ton offre par rapport aux autres. Mais, La ça, clé, clairement, ouais. la différenciation, je le répète, de ton offre par rapport aux autres. Cette, cette clé te permettra d'avoir des clients. Ouais. Et quand tu parles de différenciation, là, effectivement, ça rejoint un peu ce que je pense aussi, en gros. C'est qu'il faut trouver toujours le moyen de, allez, apporter quelque chose que tes concurrents n'apportent pas. Qui va faire que quelqu'un puisse se dire, voilà ce que je cherchais dans la formation, j'ai vu tous les autres, il manque ce point-là. Et qui va te permettre donc d'avoir les gens qui ont envie de te poser au moins les questions, comme tu disais tout à l'heure, pour voir euh, de quoi tu parles, en fait, quoi. Même si c'est négatif, ils t'ont aussi au moins intéressé à ce dont tu parles pour voir derrière comment on peut rentrer dans ton cursus ou bien dans ta formation ou dans ton produit pour donc, grosso modo, avoir une sorte de satisfaction. Maintenant, toi qui es dans le domaine de la cyber, là, qui est en gros un domaine un peu aussi réglementé, parce que tu parlais de l'ANSI tout à l'heure aussi, qui permet de définir les normes et tout ça. C'est quoi les normes auxquelles tu fais attention, toi, ou bien les réglementations auxquelles tu fais attention, en fait, quoi? Parce que qui dit cyber aussi dit un peu, voilà, faire attention aux choses, aux données des autres, quoi, tout simplement. C'est quoi les normes, en fait, auxquelles tu fais attention, quoi? Bah, après, il y a des normes enfin, que généralement les entreprises connaissent. Par exemple, une des plus que celles que les entreprises connaissent le plus, ça va être la norme, la RGPD. Ouais. La norme RGPD, bon bah ça c'est une norme qui normalement, je dis bien normalement, doit être mise en place dans toutes les entreprises, c'est-à-dire la sécurisation des données et surtout comment ces données sont sécurisées. Mhm. Mais tu vois, si on va un peu plus loin que ça, tu as la norme le NIS 2 Ouais. qui est sorti et qui très clairement va obliger bah, les entreprises d'un certain nombre je crois que c'est 50 salariés si je dis pas de bêtises. C'est plus ou moins, je sais plus si c'est plus ou moins. C'est plus. Euh, c'est plus, ouais. Mhm. À respecter en fait bah, des normes euh, qui vont permettre, enfin, en tout cas qui vont respecter, en fait, en tout cas qui devront respecter ces réglementations pour pouvoir continuer leur activité. Et donc moi je me base principalement déjà sur le référentiel de l'ANSSI. Pour Mhm. tout ce qui est sensibilisation, le référentiel pour moi est très très bien fait. Tu sais, il y a des choses où il ne faut pas réinventer ce qui a déjà été fait. Donc le référentiel de l'ANSSI, il explique concrètement comment les entreprises de différentes tailles doivent fonctionner et qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place. Mais ça, bien évidemment, un référentiel, ce n'est pas une obligation. On parle de référentiel. Maintenant, voilà, en termes de normes, moi je pense que celle qui va être vraiment intéressante et qui va, à mon avis, changer, et je l'espère hein, vraiment du fond du cœur, qui va changer euh, je dirais la psychologie, surtout la vision des entreprises qu'ils ont sur la cybersécurité,
J'espère que Nice 2, parce que là, il y aura une obligation en fait, hein. Là, on parle plus Mhm. de. Ça sera une obligation. Donc, j'espère que ça va permettre aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise surtout, de se dire, bon, ok, euh, je le fais pas parce que c'est une obligation, mais je le fais aussi parce que je comprends. C'est ça en fait que moi, ce qui m'intéresse. C'est parce que je comprends que mettre en place ces dispositifs, c'est en fait pérenniser mon activité tout simplement. Si Ouais, j'ai envie de dire. ouais. C'est ça en fait qui veut moi que j'aimerais bien que les porteurs de projets comprennent, c'est qu'en fait c'est pas pour les embêter. C'est que derrière, l'objectif, c'est de les aider à pérenniser leur boîte, à pérenniser leur activité. Donc voilà, moi c'est vraiment sur ces normes-là que je bosse et principalement sur le référentiel de l'ANSSI. Ouais. Si quelqu'un vient te voir aujourd'hui, il veut rentrer dans la cyber, là. Tu l'encourages, tu le décourages, tu dis quoi? Alors, c'est une très bonne question ça, Achille. C'est une très bonne question parce que comme je te l'ai dit, moi je suis rentré un peu par hasard dans le domaine de la cyber, Mhm. donc ça m'a tout de suite plu et fasciné. Mais j'ai énormément bossé pour monter en compétences. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, j'avais pas du tout un profil tech. Donc à un moment donné, même si le discours commercial est important, tu ne peux pas à un moment donné arriver à un certain niveau si tu n'as pas les compétences techniques, si tu n'as pas le vocabulaire, si tu n'as pas aussi même l'expérience en fait, hein, concrètement euh, de qu'est-ce qu'il faut faire quand une entreprise s'est fait attaquer. Mhm. Quand on va parler par exemple de PCA ou de PRA, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut le mettre en place? Est-ce qu'on l'a déjà mis en place lorsqu'une boîte était dans une situation d'urgence? Ouais. Donc ça, tu vois, c'est des situations où ça, j'ai appris. Donc ça demande énormément de. Moi, tu vois, j'ai passé pas mal de certifications. J'ai fait aussi une formation que j'ai payée qui s'appelle SILA, qui m'a permis en fait d'avoir ce qu'on appelle, ça équivaut à un master 2 en sécurité informatique. D'accord. C'est le RNCP niveau 7. Mhm. Donc, et derrière, en fait, tu ne dois jamais t'arrêter d'être en, À en te former. veille Très et bien. de performer, surtout d'être dans la logique de monter en compétences. Parce que la cybersécurité, c'est un domaine qui évolue très très vite. Donc, pour répondre à ta question très précisément, moi je ne découragerais pas quelqu'un qui veut aller dans ce domaine-là. Parce que, en fait, moi j'aurais pas aimé qu'on le fasse pour moi. Ouais. Donc, c'est vraiment très clairement je dirais l'envie et l'objectif du jeune ou de la personne. Je dirais fonce. Par contre, ce que je dirais, c'est que, attention, la cybersécurité, c'est un marché qui est pour le moment un marché de niche. Mhm. Euh, la réalité, il ne faut pas se mentir, c'est que les entreprises euh, ne sont pas encore. C'est pour ça que je te parlais d'évangélisation au tout départ. Mhm. Je fais beaucoup d'évangélisation parce qu'en fait, les entreprises ne prennent pas encore la mesure du risque. Et donc, très clairement, les entreprises t'appellent quand elles se font attaquer, quand elles se font hacker. Elles disent, ah ben là, je sais plus quoi faire. Oui, bon. Mais pour être franc avec toi, j'ai signé très très peu de clients qui se sont dit, bon bah ok, on a pris la mesure du risque et ok, Mickaël, on se tape dans la main et on met des dispositifs pour éviter ça. Ouais. Je vais être honnête avec toi. Ouais. Donc, ça montre une réalité. Ça montre une réalité, c'est que pour le moment, je dis bien pour le moment, et j'espère que justement des normes comme le NIS 2 vont permettre d'obliger en fait, hein, des entreprises à mettre en place des dispositifs. Mhm. Euh, je pense que le marché est encore n'est pas encore assez mûr selon moi sur l'aspect cyber. Pour les grosses boîtes, ce sont des sujets qui sont déjà sur la table. Très clairement, les grosses structures
savent que, que c'est un enjeu et que elles mettent les moyens pour pouvoir sécuriser leur système d'information. Donc ça, c'est pas un sujet. Mais les TPE, pour le moment, c'est pas la priorité. Ah, C'est pas la priorité. bah, ce que je te disais, les PME, les TPE aussi, eux, ils veulent d'abord faire du chiffre. Mm, Euh, c'est ça. avoir des clients, avoir un chiffre d'affaires, avoir des bénéfices, et puis au moins répondre aux besoins des clients, quoi, tu vois. Et c'est là où la difficulté, pour le moment, elle est énorme, tu vois. Euh, moi, dès le départ, tu nous as dit que tu étais un serial entrepreneur. Je me t'ai demandé, aujourd'hui, tu as ouvert combien de boîtes? J'en ai ouvert. Y compris celles que tu as fermées, hein. Oui, oui, oui. J'en ai ouvert 5. 5. Ah Et ouais, là, actuellement. Ouais, j'en ai ouvert 5. Et là, actuellement, j'en ai 2. 2. Non, 3 pardon. 3. 3. 3 actives, quoi. Alors, 3 actives, ouais. Ouais, Alors, j'ai une entreprise donc, qui est MTIT, qui, elle, dans la cybersécurité. ouais. J'ai une entreprise qui s'appelle Ben de Smart, qui, elle, est spécialisée dans la vente, alors dans la fabrication et dans la vente de matériel et accessoires informatiques. C'est-à-dire que Ben de Smart est une entreprise qui a pour ambition justement de vraiment se développer en Afrique. Pourquoi? Puisqu'en fait, nous sommes notre propre fabricant. Mhm, Ça veut dire que on a des usines, donc mhm. plusieurs dans le monde, et on a donc modélisé, par exemple, des PC, on a modélisé des tablettes, et donc ce sont, par exemple, au lieu d'acheter par exemple un PC Lenovo, je Oui. vais acheter un PC BN2 Smart qui aura été conceptualisé par des Africains, qui aura été réfléchi par des Africains. Et donc c'est là où en fait, quand tu vois, je te parle de différenciation en Oui. termes de business, Oui. là on est sur une différenciation. Et Mhm, pourquoi j'ai investi dans cette entreprise? Parce que pour moi, il y a vraiment une logique par rapport à mon activité de cyber. mhm. C'est que derrière, lorsque je fais de la remédiation, bien évidemment, qu'est-ce que je préconise moi derrière comme solution? Je vais préconiser des solutions informatiques, et je vais pas aller justement promouvoir HP ou Samsung ou Lenovo. Je vais aller promouvoir justement ma propre marque Ta propre marque, qui s'appelle effectivement. Bendis. Tout à fait. Ouais. De matériel informatique. Ben, tu sais, c'est un peu l'histoire de Asus. Je crois que c'est Oui, Asus ou Xiaomi qui était le fabricant de matériel d'Apple. Et puis oui, derrière, ils tout à ont fait. lancé leur propre marque et puis ils sont repartis. Ils sont parmi les leaders aujourd'hui, quoi. Alors si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est Xiaomi parce que C'est c'était en Chine. Xiaomi, ouais. C'est ça. Ouais, c'est Xiaomi qui était le fabricant effectivement d'Apple. Et ils se sont dit pourquoi pas le faire pour nous en fait. Ben, c'est ça, ouais. Et Et là, ils ont lancé leur donc business et c'est reparti, ouais. Et puis, comme tu parlais de l'Afrique aussi, l'Afrique manque aussi de noms, voilà, qui sortent ce genre de produits dont tout le monde a besoin aujourd'hui en plus, quoi, tu vois. Aujourd'hui, quand on a besoin de produits, grosso modo, informatiques, dans la tech, téléphone et tout ça, tout le monde regarde vers l'Asie. Et il serait effectivement un continent comme l'Afrique qui a bientôt 4 milliards de personnes sur le continent et un nom qui met à disposition les qui produits pour émerge. tout le monde. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, au-delà du fait que déjà, on le sait, hein, économiquement, d'ici 10-15 ans, l'Afrique sera le poumon du monde, que ce soit en termes de croissance, en termes de jeunesse, puisqu'on sait que la population enfin, est déjà la plus jeune, donc Mhm, sera la plus dynamique dans 10 ans. mhm. Et en plus, les matières premières se trouvent où? En Afrique aussi. Elles se trouvent en Afrique. Mhm. Quand on parle d'acier, quand on parle de coltan, parce que ça c'est la matière hein, la fabrication de téléphones, Ouais. c'est le nerf de la guerre. Oui, bien De sûr, ouais. caoutchouc, enfin, de plastique, toutes les matières dont les industries ont besoin pour faire les ordinateurs, elles sont extraites en Afrique. Mhm. Donc à un moment donné, nous on s'est dit,
pourquoi pas avoir cette réflexion inverse et de dire on veut monter une usine de production dans laquelle on aura donc la ressource directement sur place et on espère, en tout cas ça c'est l'ambition, de pouvoir en fait la transformer et faire en fait l'assemblage directement en Afrique. C'est l'ambition de Ben de Smart. Mhm. Et donc, et derrière, bien évidemment, pourquoi le lien avec la cybersécurité, c'est que l'objectif, en fait, pour l'Afrique, et puis aussi pour tous ceux qui le veulent, c'est que, en fait, nous, on veut vendre des équipements avec cet aspect sécuritaire déjà en place. Ouais. Ça veut dire que dès la réflexion, dès la conception euh, des outils, que ce soit des tablettes, que ce soit des PC, que ce soit des clés USB. On a des clés USB cryptées Mhm. avec, par exemple, tu mets ton empreinte digitale pour pouvoir l'activer. Mhm. Euh, Ça, c'est des choses où on se dit, voilà, dès le départ, on veut mettre cet aspect sécuritaire. Et en plus, il y a aussi quelque chose qui est très, très, très important. La souveraineté des données. Bien sûr. Où vont les données? Où vont nos données actuellement? Elles vont soit en Asie, soit aux Be- États-Unis, Beaucoup en Asie. beaucoup en Asie Ouais. et beaucoup aux États-Unis. Donc, à un moment donné, c'est bien acheter européen, acheter asiatique, mais où vont nos données? Et c'est ça en fait, c'est qu'on sait très bien que les données qui sont, qui sont récupérées sont utilisées justement pour, à des fins, bah, soit de nous vendre derrière, parce qu'en fait, ils vont analyser les données et dire, bon, bah voilà, on sait que, par exemple, au Cameroun, euh, on a les données, les Camerounais adorent c'est quoi votre plat là? Le ndolé. Le Ndolé. Donc Ndolé les planté mûr. Américains, voilà. Donc les Asiatiques, ils vont se dire, bon, bah ok, nous on va produire Du les Ndolé. feuilles. Ce que tu dis, Non mais c'est un cas d'école, hein. C'est un Non, cas mais je te dis d'école, en ça, je fait. rigole, Oui. mais je t'assure que. Mais c'est même pas en rigolant, c'est Ce que ça. tu dis, c'est un C'est-à-dire cas qu'ils vont d'école avoir parce des que quand données. tu sors un peu de Paris et que tu vas dans les autres villes de France, tous ceux qui tiennent les magasins qui vendent des produits africains, c'est des Asiatiques. Comment ils connaissent. Mais moi, ça m'a toujours interpellé. Comment ils connaissent autant notre culture, nos besoins et nos plats? Parce que quand tu vas chez eux, t'as tout ce qu'il faut. Oui. Comment ils font? Bah, parce qu'ils ont étudié le terrain, comme tu dis. Hein? Ils ont un réseau qui est partout dans le monde et qui remonte les données à la source. Et à la source, on sait que, bon, voilà, il y a 30% de Camerounais qui sont sortis, 45% de Gabonais qui sont partis, 70% de Congo. Du moins, j'ai dit n'importe quoi comme chiffre, bien sûr. Il y a des chiffres des Congolais qui sont partis. Donc, il faut nourrir ces gens-là. Parce que même quand tu es parti, il y a un peu le retour aux sources, tu vois. Tu as Bien envie de sûr. manger un peu ce que tu as laissé de l'autre côté, en fait, quoi. Et donc, ils arrivent donc à nous mettre ça sous les yeux facilement. Et puis voilà, quoi, on est parti. Ouais. Bah oui. Mais c'est pas. En fait, ce que je veux faire comprendre, en fait, aux gens, c'est que c'est pas un hasard en fait, hein. C'est pas un hasard, non. Si t'as tes feuilles que tu peux retrouver pour faire ton dolé à, Je vais même te dire, à Barbès, on va acheter c'est des pas un bières hasard, hein. camerounaises, des bières du Mhm. Cameroun dans les magasins asiatiques, en fait, tu vois. Ouais. Ouais. C'est impressionnant. Donc c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc c'est là que tu te dis qu'en fait ils ont des moyens pour à un moment donné faire remonter l'information Mhm. à grande échelle et savoir quels sont clairement nos modes de consommation. Bien sûr, ouais. C'est ça, hein. Bien sûr. Quels sont nos Bien sûr. modes de consommation? Qu'est-ce qu'on consomme? Et donc, et nous, on se dit, ah, c'est génial, je vais chez le chinois, il y a tout. Mais bien sûr qu'il y a tout. Il y a tout, il y a tout, ouais. Ils ont déjà analysé nos données. Donc, c'est ça aussi derrière, c'est dire concrètement, l'Afrique a besoin à un moment donné d'être souverain. Et pour être souverain, ça passe aussi par le contrôle de nos données et surtout aussi le contrôle de nos serveurs. Quand on sait que la plupart des data centers, ils sont situés où?
Ils sont pas en Afrique, hein, les data centers, hein. Non. Et même si sont en Afrique, ils sont dans les pays les plus développés d'Afrique, quoi. C'est pas dans tous les pays africains non plus, quoi, tu vois. Et encore, par exemple, Tout à je fait. te parle de. Je sais même pas. Peut-être, hein, je dis des bêtises, il faudrait que je vérifie. Donc ça, c'est vraiment à vérifier, je précise. En Afrique du Sud, je sais même pas s'il y a des gros data centers. Peut-être qu'il y Si, en a des je petits, pense mais qu'il y des. a AWS qui a des trucs en Afrique du Sud. Oui, peut-être, ouais. Hmm. Ok, ouais, AWS, ouais. Mais en termes de. Si on parle sur l'aspect global au niveau mondial, quand on regarde où sont situés les plus gros data centers, c'est pas en Afrique, on va être clair. Les Non, plus pas gros du tout. data centers, ils sont basés en Oh, oh, oh. Europe. Si au moins chaque pays avait son data center, au moins pour sa population, ce serait déjà une très belle chose, en fait, tu vois. Exactement. Si un pays avait au moins un data center pour dire notre data center, un peu comme la France a OVH par exemple, quoi, tu vois, la France, ils ont le cloud OVH, tu vois. Si au moins chaque pays africain se disait, nous, ce qu'on veut, c'est que dans la prochaine décennie, on ait faire émerger un géant qui gère toutes nos données à nous, ce serait déjà un très très grand pas, hein. Bien sûr, Mm. bien sûr, parce que on le sait que que ces données-là, ils te disent, oui, vous inquiétez pas, vos données sont protégées, sont ceci, oui, elles sont protégées. Mais tu connais le Patriot Le Act? Patriot Act, ouais. Mais, qui dit en gros que les États-Unis, peu importe où vous êtes, dès que vous êtes une société américaine, ils ont le droit à vous donner, d'accéder à vos données tout simplement, hein. Voilà, Mm. clairement. Si le FBI, là, ou la CIA dit, oui, il y a un risque d'État sur Monsieur Achille, on veut toutes ces données, Ouais. bah, on donne. On donne, ouais. Vous n'avez pas le choix à vous Voilà, donner, donc ouais. voilà, donc c'est ça la réalité actuellement. Donc c'est pour ça que, si tu veux, j'ai investi dans cette boîte parce que j'ai envie, en tout cas, d'essayer d'impacter à travers non seulement la partie sécurité, donc cybersécurité, mais aussi sur la partie aussi accessoires et équipements. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Mais quand tu dis ça, Et pour répondre, et ouais, j'ai une vas-y. dernière entreprise Oui, qui n'a vas-y. rien à voir, que j'avais depuis longtemps, où Ouais. je fais de la rénovation et nettoyage de baskets, de sneakers. C'est quoi, t'es fan des sneakers d'abord, c'est ça? Alors, j'aime bien, mais je suis pas fan. Ouais. Ça, c'est en fait, c'est une activité que j'avais quand j'avais ma première startup, les ratons laveurs, Ouais. qui avait vraiment bien marché. Et quand on connaît le marché de la sneakers, qui est vraiment exponentiel en termes de milliards, je vais même Ah pas ouais. sortir de chiffres parce que les données que j'ai, ils sont obsolètes. Mais on parle de milliards. Tout le monde porte des baskets. Et donc, il y a vraiment un gros marché sur les gens qui veulent rénover leurs baskets ou les nettoyer. Et donc, ça, c'est une activité que j'avais, que j'ai redéveloppée là depuis un an. Ouais. Et voilà, donc j'essaye de, pour le coup de former, parce que moi, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de bosser. Moi, Ouais. vraiment, je consacre mon temps à ma boîte dans la cyber et surtout la boîte d'informatique. Mhm. Mais voilà, c'est une boîte que j'ai et que j'aime développer aussi à côté. Là, tu dis que tu as trois boîtes, tu as une famille, et Oui. comment tu gères ton temps? Alors, comment je gère mon temps? Parce que, tu sais, Tu sais... l'autre défi, on dit toujours qu'il faut avoir le temps pour tout ça, hein. Parce que si tu n'as pas le temps Ah oui, pour oui, tout non, mais... ça, au final, tu lances ça, c'est bien beau de lancer, mais faut faire tourner la maison, quoi. Ah non, mais t'as tout à fait raison, tu sais, à un moment donné, et c'est bien que tu me poses la question parce que, en fait, déjà, moi, je me suis fait accompagner. Parce D'accord? que j'avais, moi, au départ, une très mauvaise gestion du temps. Ça veut D'accord? dire que moi, dans une journée, bon, toujours un petit peu, hein, je pense que je peux faire 10 000 choses. Alors qu'en réalité, une journée, ça dure que 24 heures. Et en fait, il faut savoir prioriser. Donc, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui t'aide justement sur la gestion de ton temps et ton planning. Donc, j'ai appris du coup à gérer mon temps. Donc, ça, c'est une première piste. C'est-à-dire que Tu as pris un je me coach, suis c'est fait ça? accompagner. Voilà, j'ai pris un coach qui m'accompagne sur ça. Enfin, Ouais. pas que sur ça, mais sur un des aspects de la gestion du temps. Et puis après, très clairement, il faut déléguer. Tu vois, par exemple, quand je te l'ai dit, la boîte de sneakers, je travaille très peu dedans. Mhm. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire toute la partie production, la partie livraison. Moi, à la rigueur, la seule chose que je fais, c'est les factures.
parce que j'ai besoin de regarder concrètement ce qui s'est fait, les volumes, etc. Ouais. Mais je travaille très peu dedans. Sur la partie BN2 Smart, c'est pareil, je suis pas tout seul, je suis associé, donc je suis D'accord? actionnaire. Ouais. Donc on a chacun on va dire, des tâches qui sont définies et on a chacun un périmètre. Moi, c'est plutôt sur la partie du développement commercial. D'accord. Donc après tout le reste, toute la partie administrative, la partie juridique, la partie tout ça, je ne m'en occupe pas. Donc ce qui fait que ça me permet quand même d'être focus déjà sur ce que je sais faire et ça me permet en fait bah, voilà, de planifier dans ma semaine. Par exemple, développement commercial Ben de Smart, 2 à 3 fois, de telle heure à telle heure, de telle tranche horaire. Donc ça me permet de pouvoir de planifier. Et après pour IMT IT, bah, qui est là mon cœur d'activité, c'est là Mhm. où en fait je vais bah, en fait, mettre le plus de mon temps. Et puis après, tu sais, il y a une règle hein, qui est simple. Hein. Tu connais bah, la règle des 20-80. Oui, bien sûr. Donc à un moment donné, il faut regarder tes boîtes. Qui est-ce qui te... En fait, en mettant 20% de ton, de ton, de ton activité, ça doit te produire normalement 80% d'un Mhm. chiffre d'affaires. Donc il faut voir en fait quelle est la boîte d'ailleurs qui te permet de faire ça. Et en fonction de ça, bah moi je mets mon temps. Par exemple, moi je sais que pour le moment, euh, je sais que c'est IMT IT qui me permet en fait de pouvoir générer euh, cette règle de 20-80. Hein, du coup, là, dans ta boîte, là, tu es actionnaire. Euh, Comment on arrive à trouver le bon partenaire? Tu vois, le bon partenaire avec qui on va faire des affaires. Parce que très souvent, les gens pensent que comme on est amis, on peut lancer une activité ensemble et ça va marcher en fait, quoi, tu vois. Et pourtant, c'est très souvent aussi le mauvais calcul à faire. Ou même quand tu vas vouloir trouver quelqu'un qui va financer ta boîte, il va te demander avec qui tu es partenaire et comment vous vous connaissez et qu'est-ce que l'un apporte à la boîte que l'autre n'apporte pas. Du coup, euh, comment dire, comment trouver le bon partenaire en fait pour lancer une bonne activité qui marche? Alors, effectivement, moi de mon expérience, et comme tu le sais, puisque on en a discuté un petit peu en off, Mm. j'ai eu une très 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 mauvaise expérience avec mes anciens associés sur des premières boîtes. Mm. Euh, donc si tu veux, moi, de base, je suis très vigilant à ça. Après, moi, D'accord. je pense que même être en hyper vigilance, mais ça, c'est lié à à mon expérience, À ton expérience, euh, bien sûr. voilà, malencontreuse. Mais moi, ce que je dirais, en fait, très clairement, c'est que euh, je pense qu'il faut chercher à s'associer. Pourquoi? Parce que, tout simplement, bah ça, c'est un adage africain, hein, c'est que bah, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est ça. Et, et c'est vrai que, bon, moi j'ai eu un peu de mal à l'entendre avec tout ce qui s'est passé avec mon expérience, mais la réalité c'est ça, c'est que, en fait, à un moment donné, pouvoir, si tu veux pouvoir que ta boîte puisse progresser, que ton business puisse level up, tu peux pas tout faire. Non seulement tu peux pas tout faire parce que en faisant tout, généralement, tu es, on va dire, sur sur une constante moyenne. Tu peux pas être bon partout, c'est pas possible. Mhm. Donc, l'objectif, c'est de dire, ok, prenons quelqu'un et éviter, moi je dis toujours éviter les amis parce que bah, tu as le côté affect. Éviter aussi la famille à cause du côté affect. Après, c'est pas une vérité absolue hein, ce que je dis, hein, parce qu'il y a des boîtes qui travaillent en famille. Je connais, t'as des frères et sœurs qui bossent ensemble et la boîte fonctionne. Donc, c'est pas des vérités absolues, mais globalement, je parle du côté affect. Si on peut travailler avec quelqu'un où tu sais que bon, c'est quelqu'un qui a tout simplement des qualités que tu recherches pour ta boîte. Voilà, on enlève tout ce côté affect. Oui, mais tu es mon frère, nanani, nanana. Tu vois, nous, les Noirs, on a souvent ce côté hyper affect qui nous dessert d'ailleurs, je pense. Donc, il faut choisir un partenaire, un associé
qui te complètent. Ça, Ouais. c'est hyper important. Qui te complètent. Mais au-delà de te compléter, moi, je dis toujours que moi, j'essaie, enfin, en tout cas, les associés que j'ai, c'est des gens qui sont en tout cas dans leur domaine d'activité, qui sont bien meilleurs que moi. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'ils sont au même niveau que moi. Ouais. Ils sont bien meilleurs que moi. Donc, en partant de ce postulat, je suis obligé de leur faire confiance. Parce que moi, j'ai pas la compétence, j'ai pas le niveau de compétence qu'ils ont sur tel ou tel secteur. Donc, au final, on arrive avec des expertises qui vont être, Complémentaire? qui vont être vraiment, voilà, qui vont vraiment apporter de la valeur ajoutée à la boîte. Mhm. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut choisir ses associés et en se disant que Mais il bien sûr, faut toi, tu chercher. conseilles de Voilà. s'associer en fait, quoi. Ouais, Tu conseilles de même s'associer si. hein, pour lancer son activité, quoi. Alors, dans un premier temps, Achille, moi je pense qu'il n'est pas primordial d'avoir des associés. Tu vois, par exemple, moi sur IMT IT, je suis seul. D'accord? Euh, mais par contre, je paye un coach. Ça veut dire que j'ai comme un DAF, si tu veux, que je paye, Ouais. qui Ouais. m'aide sur toute la partie organisationnelle, sur la partie stratégique, un peu comme un associé en fait. Sauf que bah, il n'est pas associé de la boîte, mais il m'aide sur la partie globale de Et il est l'entreprise. à 100% Comment. avec toi ou bien c'est des prestations Ah non, non, c'est des prestations, c'est-à-dire que c'est un contrat, il est à sa boîte, et c'est comme un coach. Après, moi j'aime pas trop le le terme terme coach? coach, parce Ouais. que c'est pas forcément du coaching. Là, on parle de quelqu'un qui est là pour m'aider à développer en termes de stratégie, en termes de création de contenu, en termes de. C'est quelqu'un aussi qui est là pour me challenger. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire, ok, pourquoi tu fais ça? Ok, bah, je le fais, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un associé, en tout cas là pour moi, pour ma boîte, Oui. sans, en fait, d'avoir les avantages sans les inconvénients. Mais Ouais. pour mon autre structure, BN de Smart, j'ai deux associés. D'accord? Donc tu vois, ça veut dire que sur certains sujets, là, on cherche vraiment à développer la boîte. euh, Très clairement, l'association était évidente, enfin, était primordiale pour pouvoir euh, Avancer. arriver en fait au niveau d'objectif qu'on veut. Mm. Non mais ce que tu dis là, comment on dit ça? Je partage l'avis de il faut s'associer, mais j'ai aussi vu beaucoup de personnes être échaudées par les associations qui se sont associées Mais beaucoup de gens s'associent encore entre amis d'abord. Et des fois, tu as des gens qui s'associent avec les mêmes profils. En gros, deux gars à la cyber qui s'associent ensemble pour lancer leur boîte, en fait, quoi. Il n'y a pas de complémentarité du profil, genre un techos et un sales, en fait, quoi, tu vois, Hum, qui va te permettre d'aller chercher des clients et l'autre qui va être dans la réalisation, en fait, quoi. Même si on a c'est ça. à égal pourcent de change de revenus. Mais moi c'est ça que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu te mets hors du cadre familial et amical, tu en as un peu parlé tout à l'heure, et tu vas chercher vraiment quelqu'un pour ses compétences. Et aussi, où est-ce que tu le trouves, quoi? Est-ce que c'est tes camarades de classe? Est-ce que c'est des camarades de promo? C'est des gens que tu connaissais avant? Ou comment tu arrives à tomber dans la bonne marmite, en fait? Alors, bah, principalement, moi, ce que je conseille bah, pour trouver des associés de qualité, c'est de- d'accéder à des réseaux. Tu vois, on en parlait justement off du réseau, le Black Network, ou par exemple le Black Reflex Network. Ce sont des réseaux dans lesquels où tu vas avoir des porteurs de projets ou même déjà des gens qui sont déjà accomplis, qui ont déjà des idées, qui ont déjà des business. Mhm. Et donc, bah, l'objectif, c'est de se dire, bon, bah, on se connaît pas. En tout cas, on a un lien commun puisque, en fait, on fait partie du même réseau. Mais on n'est pas amis, on n'est pas de la même famille. Mais par contre, moi, j'ai une vision de business qui peut être similaire à la tienne. Ok? Bah, comment on fait pour pouvoir allier ou associer nos forces, nos compétences et pour pouvoir
aboutir à un projet ou un service. Moi, tu vois, dans mon réseau, il y a plusieurs boîtes qui se sont créées grâce en fait au réseau. Parce que ce Ouais. sont des gens qui se sont rencontrés dans les réseaux. Et donc, bah, le réseau aussi, ça permet aussi de se faire confiance, de voir un petit peu comment l'autre fonctionne, comment l'autre travaille. Euh, moi, je trouve que le réseau, c'est une bonne idée pour pouvoir chercher des associés, je pense. Ouais. Là, tu parles des réseaux, là, de Black Network, là. Euh, comment dire? On est en France. C'est un peu une vision américaine de la société. Les Français, ils n'aiment pas trop entendre qu'il y a des réseaux, quoi. Alors, En fait, ils vont dire c'est vrai encore que les mêmes, là, encore les mêmes, ils vont aller vivre entre eux, là, pour nous ramener leurs choses là entre eux, quoi. Non? oui, je vois ce dont tu parles, c'est l'aspect communautarisme Communautaire, ouais. qui peut être communautaire qui peut faire peur. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut à un moment donné prendre parti. Quand je dis prendre parti, c'est-à-dire que euh, dans, dans chaque communauté, on l'a vu que euh, économiquement, les communautés se sont enrichies ou ont prospéré parce qu'à un moment donné, elles ont commencé par ce qui était pour elles le plus simple. Ouais. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour toi, Achille? Ça serait d'aller dans un réseau, par exemple BNI ou un réseau que tu connais pas, où t'as pas forcément d'accroche crochu, ou d'aller par exemple sur un réseau, je te parle par exemple Connexion Cameroun, Bah, c'est sûr que sur la où région tu as, connexion Cameroun, c'est plus simple d'avoir la discussion avec tout le monde, de rentrer dedans. Tu nages rapidement, tu étais là depuis très longtemps, quoi. Mais si tu vas maintenant dans un réseau, tout le monde est entrepreneur, par exemple, .com, au premier abord, tu connais pas du monde, c'est souvent un peu plus compliqué, ouais. voilà. En fait, l'objectif, je pars du principe que il faut pas se dire que, moi, tu vois, par exemple, je suis pas que dans un réseau, je suis dans plusieurs réseaux. D'accord? Et tu as les réseaux qui sont peut-être un peu plus communautaires, je suis d'accord. Mais il y a des réseaux dans lesquels où je suis dans des réseaux où il y a de tout. Il y a des blancs, il y a des asiatiques, il y a avoir de tout. Et au contraire, euh, le réseau, quel qu'il soit, doit apporter quelque chose. Et donc, euh, moi je pense il faut pas se mettre de frein. Si tu te sens à l'aise et si ça va dans tes valeurs, parce que c'est ça aussi, en fait il faut être en adéquation avec ses valeurs. Si pour toi, bah, t'es OK et par rapport à tes valeurs, bah, aller faire du réseau avec les gens de ta communauté, pour toi c'est OK avec tes valeurs, il n'y a pas de souci. Si pour toi tu te dis, bah OK, moi je veux faire du business avec ma communauté, mais pas que, parce que moi mes valeurs, je suis un universaliste et que la communauté effectivement c'est un moyen d'émancipation, mais le monde aussi, on est ouvert au monde. Bah ok, ça va avec mes valeurs. Moi, j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de directive ferme là-dessus. Il faut que Ouais. ça soit en adéquation avec tes valeurs, tout simplement. Et si c'est ok, bah, Après, il faut te tu vois sentir... En là, fait, il faut faire du business là où tu es le plus à l'aise. ouais. Après, là, tu vois, on parle de communauté. Au final, tout est devenu communautaire aujourd'hui. Tu as la communauté des Asiates, la communauté des Asiates, tu as la communauté des Africains, des Européens, des Tchadiens, de mon village, de ton village, des filles, des... Au final, à quel niveau est-ce qu'on arrête la communauté, quoi? Bah, pourquoi? Bah, justement, pourquoi il y a autant de communautés? C'est ça la question, c'est pourquoi il y a autant de communautés? C'est qu'à un moment donné, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est physiologique. D'accord? Mhm. L'être humain, avant d'aller, par exemple, chercher à aller s'émanciper, je te parle des millions d'années, d'aller s'émanciper, aller découvrir euh, le monde. Bah, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller vers sa communauté, donc les premiers, les hommes, pour voir en fait comment ils vont faire ensemble pour arriver à cet objectif commun.
Mhm. Et c'est en fait, tout simplement, c'est un réflexe naturel. Il faut pas avoir honte. C'est un réflexe naturel, dans un premier temps, d'aller là où on connaît, là où on est rassuré. Parce que, en fait, c'est tout simplement un mode de pensée dans lequel on est rassuré, qu'on connaît. Mais, mais c'est pas pour autant que, par exemple, t'as des. Moi, je connais des réseaux qui sont Mhm. des réseaux uniquement d'entrepreneurs féminins. Il n'y a que Ouais, des femmes. ouais, il y a que ça. Mhm. Ça, moi, ça me pose pas de problème. Donc, ça veut dire que bah, moi et toi, on pourrait pas y accéder. C'est Donc, ça. c'est aussi communautaire. Ouais. Ben, c'est ça que je dis, Mais il y a beaucoup de pourquoi? communautés, il y a les communautés, il y a les femmes dans la tech, les gays dans la tech, les lesbiennes dans la tech, tu vois. À un moment donné, tu as l'impression que tout devient communautaire, en fait, quoi, pour soit se motiver, soit trouver des inspirations, en fait, quoi, au final. Moi, moi, tu sais, quand je te le dis, l'objectif, voilà, c'est pas de chercher euh, la division. Ouais, L'objectif, c'est de dire, en fait, tout simplement aux gens, euh, c'est normal à un moment donné, d'aller, en fait, dans la communauté où tu te sens le plus à l'aise, tout simplement. Et ouais. ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ça correspond à tes valeurs, il n'y a pas de souci. Il faut aller vraiment, en fait, faut être en adéquation avec ça. Et donc, moi, j'ai aucun problème à ce que bah, des gens me disent, bah, moi, je travaille dans telle communauté, moi, je travaille dans... Ah, ok. Bah, pas de souci. Si toi, Tant que c'est ça en répond à tes adéquation valeurs, avec c'est le toi. plus important, en fait. Exactement. Ouais. Mais du coup, là, toi qui es dans la tech, là, aujourd'hui, qui est entrepreneur, qui a un réseau que tu gères dans la communauté, en fait, là, comment tu arrives, et qui a une famille aussi, à trouver le toi dedans, ta personne au milieu de de tous ces éléments-là qui doivent t'influencer d'une manière ou d'une autre, en fait, quoi, tout simplement. Hmm. Euh, Ça, en fait, c'est un travail de tous les jours. Ouais, C'est-à-dire que moi, alors, je lis pas. Enfin, j'aimerais lire plus, mais tu sais, quand tu as une vie de famille, c'est pas évident. Mais en tout cas, j'essaie de lire au moins tous les jours. Et ce sont des livres euh, qui me permettent en fait de rester centré avec ce que je suis et avec ce que je veux. Tu vois, par exemple, moi, j'essaie d'écrire tous les 6 mois. Donc, j'écris ma vision. Ma vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et d'accord. j'écris, ok, Mm. qu'est-ce que je veux dans 1 an, qu'est-ce que je veux dans 2 ans. Et après, j'écris une autre feuille où quels sont les moyens, quels sont les outils que je vais utiliser ou mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs que je viens d'écrire là, la vision. Et ça, je le lis tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tellement simple et facile de se perdre, comme tu le dis, dans quand tu as une famille, quand tu as une boîte, ceci, tu reçois en fait une masse d'informations qui parfois peuvent être contradictoires. Des fois, c'est des problèmes de ceci, logistique, de l'autre, qui n'ont rien à voir. Et donc, tu peux en fait te perdre dans un truc où tu sais même plus concrètement, mais pourquoi tu fais ça? Et donc, il est important, c'est pour ça que moi, tous les matins, j'essaie de lire mes objectifs et lire ma vision pour me dire, ok, ah bah cette semaine, j'étais un peu loin de ce que je veux. Ouais. Tu vois, bah, j'essaie tout de suite euh, de me réorienter dans ma vision. Ok, là j'ai fait ça parce que j'étais dans le rush et parce qu'il y avait des problématiques opérationnelles. Bon, je l'ai Mhm. fait. Maintenant, je me remets sur ma vision. Et ça me permet de rester focus sur mes objectifs. Ouais. Et donc, pour toute personne maintenant qui dit, grosso modo, moi je suis dans la tech, je veux entreprendre. Parce qu'au final, moi je pense que chacun devrait entreprendre, même à une petite échelle, pour ne pas dépendre. Parce que ça te donne un peu de l'émancipation, un peu du rêve, comme tu disais aussi au début.
qui te dit, moi, je veux me lancer là-dedans aujourd'hui, là, tu lui dis quoi? Fonce, et fonce comment, en fait, en gros? Il y a deux choses. Euh, L'entrepreneuriat, parce que souvent on parle il y a beaucoup de vidéos qui font l'éloge de la start-up, des entrepreneurs, Maintenant, c'est de comment solopreneur en j'ai plus. fait, voilà, de comment j'ai fait en six Ouais, mois, je suis ouais. passé de zéro à 7 000 euros. Donc, si tu veux, les gens ont cette vision et cette image de dire, waouh, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de s'enrichir. Mm. Alors, oui, l'entrepreneuriat est un moyen de s'enrichir, c'est vrai. Mais par contre, avant de t'enrichir, tu vas passer par des étapes. Et ces étapes-là, en fait, ce sont des étapes où tu vas, à mon avis, il y a une grande chance que tu vas échouer. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, l'échec, la multitude de tes échecs vont à un moment donné faire que tu auras une réussite. Et c'est Mhm. ça, en fait, être entrepreneur. Donc, si tu n'es pas prêt émotionnellement, physiquement, je te dirais même aussi, hein, même au niveau familial, parce que quand tu as une femme et des enfants, faut être honnête, hein, c'est pas évident tous les jours, parce que moi j'ai des enfants en bas âge, donc tu vois, je suis obligé des fois de partir tôt pour récupérer mes enfants. Ma femme aussi travaille, donc Mm. c'est toute une organisation. Donc si t'es pas prêt derrière à comprendre que ça demande bah, en fait des sacrifices en fait, hein, des Mhm. sacrifices. Mais dans tout ça, tu dois toujours avoir un curseur quand même, parce que si j'étais seul, mais il est bien évident que le niveau de sacrifice serait bien plus élevé. Bien Maintenant, sûr. j'ai une famille, Mm. je dois faire quand même attention. On est, j'aime être entrepreneur, mais J'aime aussi j'aime ma quand même famille. plus ma famille Ouais, que mes business. Tu ouais, vois ce c'est que je ça, veux ouais. dire? Oui, bien sûr. La priorité sur la pyramide de Maslow, pour moi, c'est quand même ma famille. Bien sûr. Donc, donc en fait, donc en fonction de ça, bien évidemment, il y a toujours ce curseur qui va s'aligner. Donc, c'est ça la réalité en fait d'être entrepreneur. C'est-à-dire que il faut admettre, il faut surtout conscientiser que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Il faut le dire clairement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, tu vois, ma femme, elle est salariée et elle Mhm. est très très bien salariée. Je la vois pas faire autre chose parce que elle s'émancipe, voilà, elle aime beaucoup ce côté parler avec les collègues et voilà, c'est son truc. Et je pense que beaucoup de gens trouveront bien plus leur bonheur dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Donc Ouais. il faut pas du tout toujours dire l'entrepreneuriat, c'est la clé, c'est ceci. Oui, il est bien évident que si tu veux à un moment donné avoir la possibilité de t'enrichir et d'accéder à un certain niveau, surtout, oui, pour nous, à un moment donné, le salariat, tu arrives à ce qu'on appelle des plafonds de verre. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Il faut être honnête, c'est des plafonds de verre. Donc, voilà. Donc, moi, c'est aussi ce qui, moi, m'a poussé très clairement à créer mes boîtes. Parce qu'à un moment donné, j'ai été confronté à ce fameux plafond de verre où et ben, il n'était pas possible de monter au-dessus, malgré mes compétences, malgré ma motivation et malgré mon envie. Donc, voilà. Bon, Michael, merci beaucoup. On glisse tout doucement sur notre échange là que j'aime bien. Avant Écoute, de te lâcher, c'était un très bel échange. j'ai encore deux petits sujets là que je dois vite faire avec toi là. Dis-moi, c'est quoi l'avenir pour toi dans le domaine de la cyber aujourd'hui? Bah, l'avenir pour moi, je pense que, comme je te le disais, pour moi, le marché commence timidement, mais gentiment, en tout cas au niveau des entreprises. On sent que les entreprises, voilà, de toute façon, vont être obligées de mettre un certain niveau de dispositif sécuritaire. Donc ça, c'est bien. Donc Mm. ça permettra à des entreprises comme moi de pouvoir euh, arriver sans avoir besoin d'évangéliser. Et donc ça, c'est une première chose. Vous serez Et boosté je par la pense que, réglementation en fait, c'est ça? voilà, je pense que la réglementation Va vous va aider. permettre
va nous aider et va permettre d'ouvrir le marché. Et ça serait une très bonne chose. Mm. La deuxième chose, moi je pense qu'effectivement, sur l'aspect cybersécurité, je me ferme pas, tu vois, à être. C'est pour ça que je le fais, je parle de cybersécurité, mais aussi de cyberharcèlement. Ouais, Parce que ce sont deux sujets qui sont, en tout cas dans le cadre du cyberharcèlement, c'est un vrai sujet dans lequel il y a énormément de besoins. Et je sais que je pense qu'il est important d'avoir, de pas être multicanal, de pas ouais, être only canal. Au contraire, il faut être multicanal. Et donc, moi, en fait, l'importance, c'est de pas de se dire on fait tout et n'importe quoi. C'est de dire je propose plusieurs offres, mhm, mais ces offres sont toujours en rapport avec mon business model. C'est-à-dire la cybersécurité, c'est en rapport avec le cyberharcèlement. Même si ce sont deux sujets différents, on est quand même dans mon business model. Et donc, je pense qu'il est important, et c'est ça que je vais chercher à l'avenir, c'est de trouver peut-être des axes qui restent dans mon domaine d'activité qui vont me permettre peut-être d'approcher peut-être des prospects que je n'aurais pas eu si j'étais parti directement sur l'aspect cybersécurité. d'accord, je vois un peu. Euh, Chez IMT, là, tu cherches pas de partenaire, toi? Euh, Bah pourquoi pas? D'investisseur ou de partenaire? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas dans le sens où, comme je te le disais, moi j'ai créé cette boîte, bah, j'étais seul parce que bah voilà, ça s'est fait comme ça. Mhm, Mais je suis pas du tout fermé à une association. Mais comme je dis toujours, cette association aura toujours, il faut que c'est de la valeur ajoutée pour moi et pour mon partenaire, pour qu'on puisse vraiment être une association qui va porter et qui va pouvoir en tout cas produire et surtout on va pouvoir clairement bah, s'entraider. Donc moi je suis pas du tout fermé. Mais c'est pas, voilà, je te dis pas que je recherche actuellement spécialement un associé, mais je suis pas fermé. Ça veut dire que si je tombe sur quelqu'un où je vois vraiment, il y a une, waouh, je me dis, mais ce mec-là, j'ai pas pensé, mais il a vraiment une valeur ajoutée à apporter sur ma boîte, on on s'assoit tout de s'assoit, ouais, suite. on discute. Bah, je te pose la question parce que, comme je disais pendant l'échange, là, il y a des expériences qui a été un peu douloureuses sur la fin, là. Euh, Tu t'assurerais de quoi aujourd'hui si tu avais un nouvel partenaire ou un nouvel investisseur? Qu'est-ce que tu mettrais comme barrière ou bien comme garde-fou pour te protéger, toi et ton activité, en fait? Alors, dans un premier temps, quelque chose je n'ai pas fait sur ma précédente activité, c'est un pacte d'associés. D'accord? Le pacte d'associés, c'est un document, on en parle très très peu d'ailleurs, je trouve, dans l'entrepreneuriat. C'est un document qui permet en fait de définir très clairement, noir sur blanc, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que moi je fais, D'accord? qu'est-ce qui se passe si par exemple je touche du bois, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour la boîte, comment la boîte va continuer de fonctionner. Tu peux écrire aussi dans le pacte d'associés, par exemple, euh, admettons, toi et moi on est associés, la boîte, au bout de 2 ans, elle fait 1 million de chiffre d'affaires. Mhm. Ben, on écrit, au bout de 2 ans, euh, on va réfléchir ensemble à quelle sera la stratégie de la boîte dans 2 ans. Mais tu l'écris déjà, ça veut dire que on n'est pas dans un truc où on va se dire, ah mais peut-être dans 2 ans, qu'est-ce qui... Non, non, c'est écrit dans 2 ans, c'est écrit à telle date. Peu importe où on en est, on se repose et on va redéfinir est-ce qu'on est toujours en adéquation avec les valeurs, est-ce que la stratégie est toujours bonne. Voilà, donc tu vas en fait vraiment écrire tout ce que tu veux et ce qui va permettre en fait non seulement à toi mais à ton associé bah, de se protéger. Et en fait se protéger c'est pas dire que tu ne fais pas confiance, c'est tout simplement dire bah ok justement je te fais confiance, faisons-nous confiance et mettons en place ce protocole De sécurité, quoi. d'associé Ouais. qui permettra en fait de nous dire bon bah ok, tout est clair, tout est écrit noir sur blanc. Et au niveau du pacte d'associés, bah, on n'a pas besoin de réfléchir à
ah, s'il fait ci, s'il fait ça, tout est clair. Ouais. Et c'est ce qui, moi, en fait, très clairement, a provoqué ma chute sur mon ancien business. Ouais. Bon, Michael, merci encore pour le temps que Merci tu à prends toi. pour expliquer tout ça à tout le monde. C'est vraiment une masterclass là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et Merci, vraiment, Achille. merci beaucoup pour le temps que tu as pris encore. C'était un plaisir et puis vraiment, voilà, j'espère que, en tout cas, ces informations euh, Moi, je pense que pourront, les ordinateurs pour l'Afrique, déjà là, c'est une bonne information pour moi, hein. Il faudrait que ça se creuse ça et mais que ça aille très très bien. on pourra en reparler si tu veux en off, bien évidemment, Bien sur ce sûr. sujet. Mais l'importance, en tout cas, de cet échange, c'est surtout, tu vois, j'écoute pas mal de podcasts. Ouais, Et j'ai toujours des fois tendance à dire, ok, putain, c'est génial ce que ce mec a fait, ouais, mais j'ai du mal en fait à me... Parce que c'est des mecs qui font déjà des millions, c'est des mecs qui sont déjà, tu vois, tellement high, que j'ai ouais, du mal à me dire, ok, mais comment moi, cette information-là, je vais pouvoir la dupliquer, la mettre de manière pratique dans mon business. Et moi, ce que je veux, dans ce que je fais des podcasts, c'est dire, ok, ça, très clairement, tu peux le mettre en place. ouais. Tu vois, quand tu m'as posé la question de comment on trouve des clients, j'ai essayé de te répondre de manière la plus sincère et la plus vraiment pratique pour que les gens se disent, ok, je lance mon business, c'est la première chose que je vais réfléchir avant de chercher un client. Bien Comment sûr, je ouais. vais, quel sera l'élément différenciateur, tu vois, Mm. chercher la différenciation. Et c'est ça en fait que je veux que les gens comprennent, c'est ok, qu'est-ce que je vais retenir et qu'est-ce que je vais pouvoir moi appliquer pour mon business. Ouais, ouais, top. Bon, merci encore, Michael. Et puis, à Merci à très bientôt. toi, à très bientôt, on reste en contact, Achille. Merci. À bientôt, ciao.